Monsieur et dames, bonjour. Je suis Monsieur Fotabouaron Patrice, président national du parti politique VPPC, comme vérité et pouvoir au peuple camerounais. Chers compatriotes, messieurs et dames, en 2011, j'avais présenté une première candidature en qualité de candidat indépendant à la présidentielle d'octobre 2011. Malheureusement, j'avais vu ma candidature rejetée par le président de la commission électorale indépendante de l'époque, qui était M. Samuel Fonkamazou, qui m'avait malheureusement laissé entendre que mon dossier de candidature n'avait pas été déposé à temps. Et motif pour lequel j'ai vu mon dossier de candidature rejeté. Je reviens donc en 2013 après une tournée européenne où j'ai été rencontrer les élites de la diaspora camerounaise dans les pays de l'espace Schengen et de l'Union européenne, des États-Unis, du Royaume-Uni. Je reviens au Cameroun, je me rends le 25 mars 2015 à la région où je vais rencontrer le gouverneur pour une demande de légalisation de mon parti politique. En fait, j'ai réuni toutes les conditions, je dépose un dossier de demande de légalisation. Une décharge m'a été rendue ce jour, ce 25 mars 2015, enregistrée sur le numéro 1336 dans les services du préfet de Foundi, qui me donne rendez-vous 2 semaines plus tard, me disant que je pouvais repasser 2 semaines plus tard et rentrer en possession de mon récépissé, d'agrément. 2 semaines plus tard, je reviens, il me dit non, le récépissé n'est pas prêt et qu'il fallait que je revienne dans 2 mois. Entre-temps, je retourne à Paris. Et à Paris, je rencontre des amis, des diplomates européens, nord-américains, avec qui j'échange. Ceux-ci proposent de m'apporter du soutien en qualité d'homme politique, de m'accompagner. Et ce que je m'abstiens de dire aux autorités de mon pays, parce que le contenu de ce protocole d'accord était, à mon humble avis, un peu suspect, puisque soutenir un leader politique, en proposant de lui soutenir, je vais être plus clair sur le plan logistique, c'est-à-dire militaire, et en proposant également d'apporter à celui-ci du soutien financier, pour je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que vous savez, parce que du moment où on vous propose un soutien financier, un soutien logistique, vous imaginez ce que vous pouvez faire avec un soutien financier et logistique. Alors, je tiens le MINAT au courant, par le biais du directeur des affaires politiques de l'époque, en cette année 2015, 2013 même. J'appelle le responsable des affaires politiques au MINAT, M. Yébé Jean-Roger, je lui dis bon voilà, j'ai été en tournée du côté de la diaspora où je devais m'entretenir avec les élites de la diaspora camerounaise, intellectuelle, médiatique et financière, et à côté de cela, je devais également m'entretenir avec certains diplomates européens, ce qui a d'ailleurs été fait, puisque j'ai rencontré du côté de la Grande-Bretagne l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. J'ai rencontré Catherine Ashton, l'ex-présidente de la Commission européenne aux droits de l'homme. À mon retour en France, j'ai également été reçu par le gouvernement sortant du président Sarkozy, par le truchement de l'ancien Premier ministre François Fillon, Bruno Le Maire et autres, qui à cette époque était ministre de l'Agriculture sur Sarkozy. Et j'ai également été reçu par le gouvernement entrant, celui du président Hollande. Alors, après un échange dans le bureau du président du conseil régional d'Île-de-France, du côté de Montparnasse, bienvenue, j'ai eu des propositions, de soutien militaire et financier, en qualité d'homme politique,
Et moi, je me suis abstenu de leur apporter une réponse. Je leur ai dit, bon voilà, leur proposition n'était pas entrée dans l'oreille d'un sourd et qu'il fallait que je consulte préalablement mon bureau. Question d'avoir les opinions de chaque membre de mon comité directeur. Voilà donc comment j'appelle le MINAT. Et j'ai au téléphone M. Eyebe Jean-Roger, qui à cette époque est sous-directeur des affaires politiques au MINAT. Je dis à M. Eyebe Jean-Roger, voilà, j'ai fait une tournée, j'ai été aux États-Unis, j'ai été au Royaume-Uni, j'ai été dans l'espace Schengen, où j'ai été m'entretenir avec mes compatriotes camerounais, les élites de la diaspora camerounaise. J'ai également échangé avec des diplomates européens, nord-américains et autres. Mais il en ressort que, après avoir échangé avec mes compatriotes d'expression anglophone, j'ai compris que nombre d'entre eux commençaient à être radicalisés. Alors, ils cherchaient à tout va qui pouvait leur soutenir dans un soulèvement en zone anglophone et déstabiliser cette zone. J'appelle donc le MINAT par le biais de M. Eyebe Jean-Roger. Je lui dis, bon voilà, faites très attention, passez l'information au chef de l'État. La zone anglophone va être déstabilisée. Parce que moi, j'ai reçu des propositions de diplomates européens et nord-américains. Et je n'ai pas donné de réponse. Je n'ai pas donné de réponse, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne pouvais pas. Je pouvais pas, c'est pas dans cette voie-là que je me suis engagé. Moi, je me suis engagé à conquérir le pouvoir par la voie des urnes et pacifiquement. J'envisage pas de renverser l'exécutif en place ou de faire un coup d'État. Ça, c'est pas moi, ça rentre pas dans mes projets, ça. Pour moi, j'ai toujours dit, le bulletin dans l'urne était bien plus efficace que toute forme de violence. Alors, je me vois pas en train de prendre des armes contre mon propre peuple. Donc je le dis à M. Eyebe, je lui dis de passer l'information au chef de l'État et aux renseignements généraux afin que ce qui se prépare en zone anglophone soit maîtrisé et neutralisé. M. Eyebe à son tour, qui est à cette époque sous-directeur des affaires politiques, me dit Monsieur le Président, Monsieur Fotabon, ne vous faites pas de soucis, l'information sera passée au chef de l'État et aux renseignements généraux comme vous avez demandé, comme Premier ministre Sadi qui est mon supérieur hiérarchique en qualité d'homme politique. Vous avez bien fait de vous référer à votre hiérarchie qui est le MINAT. Je lui dis merci. Je raccroche au téléphone. Alors je rappelle plus tard. Je demande à M. Eyebe, est-ce que vous avez passé l'information au président de la République et aux responsables des renseignements généraux? Il me dit oui, monsieur le président, je l'ai fait. Monsieur Fotabon, je l'ai fait. Le ministre Sadi a été informé. Eco Léopold Maxime a été informé. Bref, les responsables des renseignements généraux ont été informés. Tous les responsables des renseignements ont été informés. Donc, mais pour ce qui est du ministre Sadi, le ministre Sadi m'a répondu que c'est lui-même qui allait passer cette information au chef de l'État, mais qu'il fallait d'abord recouper l'information pour savoir si cette information était fondée. Moi, je reste tranquille de mon côté. Je suis à Paris quand je les appelle pour leur informer de cela. Alors je me déplace à Turin, où je suis invité par l'évêque de Turin. Je vais à Turin. De Turin, je les appelle à nouveau. Je demande, j'appelle à nouveau du côté de Turin. Je demande à M. Eyebe, est-ce que le chef de l'État a eu vent de ce que je vous ai passé comme information? Il me dit, le ministre Sadi a dit, c'est lui-même qui allait informer le chef de l'État de ce que la zone anglophone va être déstabilisée et qu'il garde d'abord l'information pour lui, question de recouper l'information avant de la passer au chef de l'État. Moi, je reste tranquille. Je rappelle une troisième fois. J'ai dit, rapprochez-vous du ministre Sadi et essayez de savoir si le chef de l'État a été informé. Il me dit, il a fait son travail, il a dit au ministre Sadi, mais le ministre Sadi ne lui a pas encore fait de retour. Question lui dit si le chef de l'État avait été informé ou non. Ça, je suis toujours en Italie. Alors, je me prépare donc à arriver au Cameroun pour honorer à mon rendez-vous avec le responsable des affaires politiques à la région. Je me rends donc à la région quand j'arrive en 2016, rencontrer le responsable des affaires politiques pour le retrait de l'agrément de mon parti politique, voire du récépissé. Alors j'arrive, le responsable des affaires politiques à la région me dit,
Mon dossier de demande d'agrément et de légalisation de mon parti politique a été transféré du côté du MINAT, du ministère de l'administration territoriale. Alors je monte au ministère de l'administration territoriale, je rencontre M. Yebe qui me dit oui, pour l'information que vous nous avez passée depuis l'Europe avant votre arrivée au Cameroun, tous les responsables des renseignements généraux ont été informés. Le ministre Sadi a dit pour ce qui est du chef de l'État, c'est lui-même qui allait informer le chef de l'État. Moi, j'avais insisté sur le fait qu'on informe le chef de l'État. Pourquoi? Parce que je savais que il devait déjà d'abord avoir manifestation et c'était un piège. Il ne fallait pas réprimer les populations. Il fallait simplement que le chef de l'État lui-même dise aux manifestants, c'est-à-dire les avocats et les responsables syndicaux des enseignants qui sont descendus dans les rues, qu'ils leur disent simplement je vous ai écouté, je vous ai entendu et vos revendications et doléances seront prises en compte et en considération. Je verrai ce que je pourrais faire. Donc, ne vous faites pas de soucis, vous avez été entendu. Mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont rien dit au chef de l'État. Une fois que les manifestations ont commencé, ils se sont mis à rouler les étudiants dans la boue, à rentrer dans le campus, taper sur les gens, faire asseoir les avocats, les rouler par terre. Alors, pourtant, c'était un piège. C'est le passage. C'est la faute dont avaient besoin les instigateurs de cette déstabilisation pour s'aimer le chaos. Et ils ont réussi leur coup. Pourquoi? Parce que le chef de l'État n'avait pas été informé. S'il avait été informé auparavant, je pense qu'il aurait donné des instructions aux responsables des forces de l'ordre et du maintien de la paix de ne pas réprimer, de ne pas taper sur les étudiants, de ne pas violer comme ils ont même fait dans les campus. Parce que la répression avait été sanglante dans les campus. J'ai vu des vidéos moi-même où des étudiants avaient été roulés dans la boue du côté de Boya. Alors que c'est ce qu'il fallait éviter. Alors, de ce fait, j'ai préféré moi me retirer et puis j'ai simplement dit à M. Yebe, je ne peux plus rien, j'ai fait du mieux que j'ai pu et je veux juste retirer l'agrément de mon parti. M. Yebe me dit non, les renseignements généraux ont besoin de m'entendre, question d'avoir mon projet de société et mon programme politique. Voilà comment je me rends aux renseignements généraux au CED dans les services de M. Bogana Zakeri. Je lui dis voilà, j'ai été envoyé ici par le MINAT, puisque j'avais rendez-vous pour le retrait de l'agrément de mon parti politique. Ils me disent non, les renseignements généraux ont besoin de m'entendre, question d'avoir mon projet de société et mon programme. Le responsable des renseignements généraux que je trouve sur place, M. Bogana Zakeri, le lieutenant-colonel Bogana Zakeri, il me dit le général Elokobi voudrait également m'entendre et que le général Elokobi est en réunion de sécurité au Nigeria. Là, nous sommes en 2016. Et qu'il fallait que j'attende 2 jours, le temps que le général Elokobi revienne avant de m'entendre. Moi, de mon côté, je reste tranquille, j'attends le général Elokobi. Je demande au colonel Bogana, est-ce que je peux retourner chez moi? Il me dit non. Les ordres ont été donnés de ne pas me laisser retourner. Directement, il m'installe dans la cellule de Titu Césois. Une fois Titu Césois sorti, parce que la cellule était vide en ce moment, le colonel à l'école demande qu'on m'installe dans la cellule de Titu Césois. On aménage, on m'installe là. J'attends 2 jours, le général Elokobi arrive. Et ce qu'il me demande, c'est comment je peux prouver. Ils me disent ils ont eu l'information selon laquelle je disais la zone anglophone et l'Est du Cameroun allait être déstabilisé. Est-ce que j'ai des preuves de ces allégations? Est-ce que j'ai des preuves de ce que la zone anglophone doit être déstabilisée? Moi, je leur ai dit, j'ai échangé avec des gens et au cours de cet échange, j'ai senti qu'ils étaient radicalisés de par leurs propos. Et j'ai compris que le soutien qui allait m'être apporté en qualité d'homme politique, si j'ai refusé, je ne pense pas que quelqu'un d'autre, s'il tombe sur une personne qui n'aime pas ce pays, alors ce pays est pourri. Nous perdrons énormément de vie dans cette zone anglophone. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Il me dit non, de toutes les façons, pourquoi c'est vous, en qualité d'homme politique de ce pays, que le président, l'ancien premier ministre britannique Tony Blair a reçu, Catherine Ashton, la présidente de la Commission européenne, a reçu, le gouvernement sortant de M. Sarkozy vous a reçu, le gouvernement entrant du président Hollande vous a reçu à l'Élysée. Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation? Pourquoi c'est vous qu'ils ont choisi de recevoir et inviter à l'Élysée? Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation? Pourquoi ils n'ont pas invité Maurice Kamto? Pourquoi ils n'ont pas invité Bello Bouba? Pourquoi ils n'ont pas invité John Fundi? Pourquoi n'avoir pas invité Kawala, Garga Amanadji,
Adamou Damdjoya et autres, pourquoi c'est vous qu'ils ont reçu à l'Élysée? Pourquoi c'est vous que les diplomates européens et nord-américains ont choisi de recevoir, notamment la présidente de la Commission européenne aux droits de l'homme, Catherine Ashton, le Premier ministre Tony Blair, le gouvernement sortant de Sarkozy, le gouvernement entrant d'Hollande? Qu'est-ce qui se cache derrière cette invitation? Moi, je leur ai dit, de toutes les façons, moi je vis à Paris, moi j'ai mes amis, vous n'allez pas leur demander d'inviter des gens avec qui ils n'ont pas d'affinité. Moi, j'ai mes amis, en qualité d'homme politique. Tout homme politique a ses amis et ses connaissances. Alors, vous n'allez pas leur demander d'inviter des gens avec qui ils ont pas d'affinité, des gens qu'ils ne connaissent pas. De toutes les façons, moi, j'ai rien à vous dire. Si vous voulez savoir quoi que ce soit, si vous doutez, rapprochez-vous des officiels français. Je pense que les relations que nous entretenons avec la France sont très vieilles. Donc, rapprochez-vous des officiels français et demandez-leur l'objet de ma visite. Et je pense qu'ils vous diront pourquoi j'avais été reçu et invité à l'Élysée. Donc, moi, j'ai rien à vous dire. Et au colonel Bogana de me dire, s'ils vous ont invité, s'ils vous ont reçu, c'est parce que les Français se préparent à financer votre campagne présidentielle 2018 pour renverser le président Biya. Voilà comment, le 8 décembre 2016, ils me prennent avec un bon de garde à vue, ils me jettent à Kondengi. Jusqu'à ce jour, j'ai jamais été jugé, j'ai jamais été entendu. Depuis le 8 décembre 2016, je croupis dans la prison de Kondengi. Un juge m'a jamais demandé ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'étais là. Simplement parce que ils ont décidé de faire disparaître les traces. L'adjudant même qui m'avait demandé si je pouvais avoir les preuves de ce que je disais, du fait que j'ai informé les autorités camerounaises depuis l'extérieur, depuis la France, depuis l'Italie, de ce que la zone anglophone allait être déstabilisée. Moi, j'ai dit à l'enquêteur, il s'appelait Chatouan, au service central de recherche au CED, je lui ai sorti le numéro de téléphone. J'ai dit, allez à MTN, récupérer la bande d'enregistrement de ce numéro de téléphone de telle date à telle date. Vous aurez toutes les conversations et c'est ce qui a été fait par l'adjudant Chatouan. Alors, quand le ministre Sadi se rend compte qu'effectivement, l'enquêteur a eu toutes les bandes enregistrées, l'enquêteur fait convoquer M. Yébé Jean Roger et lui dit, mais une information capitale comme cela vous a été passée et vous n'avez rien dit au président de la République. Moi, quand M. Fotabon m'a dit, les autorités camerounaises avaient été informées depuis l'extérieur, parce que c'est depuis l'étranger qui vous a informé. Quand il m'a dit ça, j'ai cru qu'il mentait, qu'il racontait des balivernes. Mais grande est ma surprise, j'ai eu les enregistrements audio de MTN, de tout ce qui vous dit, toutes les conversations que vous tenez. Alors à l'instant, M. Yébé aussi qui était au CED, qui était en train d'être entendu, appelle le ministre Sadi, lui dit, mais Excellence, me voici bloqué au CED parce qu'il pense que j'avais refusé de passer l'information au chef de l'État. Me voici qui est bloqué. La même nuit, il était 23h30. Le ministre Sadi a tout fait, il a menacé l'adjudant Tachouan et tout. Il lui dit, je vais te relever de tes fonctions si tu ne fais pas disparaître ce dossier, ces enregistrements et tout. L'adjudant Tachouan aussi lui dit, il n'a peur de personne, il rend service à la nation, il est là pour servir la nation. Il ne lâchera pas M. Yébé parce qu'une information capitale comme celle-là avait été passée et il devait également passer cette information au chef de l'État et aux renseignements généraux. Il ne l'a pas fait. M. Yébé, lui, il a juré tous les dieux devant l'adjudant Tachouan qu'il a fait avec des preuves, puisque l'adjudant avait même déjà les enregistrements audio qu'il avait pris du côté des MTN. Coincé, le ministre Sadi menace de faire licencier, voire même d'exécuter l'adjudant Tachouan. L'adjudant Tachouan, lui, à son tour, avec mon dossier et toutes les preuves qu'il avait, la pression qui lui était venue par le colonel Aliokol aussi, et le colonel Bogana Zakeri, ils ont réussi à faire entrer M. Yébé Jean Roger, qui était le directeur des affaires politiques chez lui, et la même nuit, ils l'ont fait disparaître. De l'autre côté, l'adjudant Tachouan se sentant menacé, l'adjudant Tachouan dit, bon, puisque vous m'obligez à faire disparaître les preuves, je ferai envoyer ces preuves au président de la République. L'adjudant Tachouan, dès cet instant, a commencé à être menacé de mort. L'adjudant Tachouan se cache la nuit, il prend le dossier avec les enregistrements audio, il se rend à l'ambassade des États-Unis. Il va demander l'asile politique. Il fait identifier les enregistrements audio auprès de l'ambassade des États-Unis qui les authentifie et lui accorde l'asile politique. C'est dans le véhicule de l'ambassade des États-Unis qu'il part la nuit, emprunte le vol et fuit, quitte le territoire camerounais. Jusqu'à ce jour, l'adjudant Tachouan, en service central, mon enquêteur n'est plus jamais revenu au pays. Voilà comment il a avec mon dossier, eu l'asile politique pour les États-Unis. Il est parti de ce pays.
parce qu'ils savaient déjà que ce dossier, ce problème allait faire beaucoup de victimes. Et nous sommes aujourd'hui, je crois, à 712 soldats déjà tombés, y compris sans compter les visiles, les civils et les déplacés internes, voire externes également. Donc voilà où nous en sommes. Me voici aujourd'hui à Konegi. Je suis là, je n'ai personne. Je suis fils de rien. Personne ne me défend. Voilà. Le chef de l'État n'est même pas au courant. Personne ne sait quelle est ma situation. Me voici, je suis là. Je suis à Konegi depuis le 8 décembre 2016. Personne ne m'a jamais jugé. Aucun juge ne m'a jamais demandé pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là. Il y a des gros bonnets qui avaient refusé de passer l'information au chef de l'État et qui aujourd'hui se sentent coupables. Ils craignent que si jamais je me présentais devant là-bas, j'allais dire beaucoup de vérités qui allaient peut-être les éclabousser. Et du coup, ils ont décidé de me faire taire. Voilà, je suis là à Konegi depuis le 8 décembre 2016. J'ai jamais été jugé jusqu'au jour, j'ai jamais été entendu par un juge. Voilà, merci. Au revoir. Monsieur Dambon.